je me suis rendu compte d'une chose. Toutes les personnes que l'on considère aujourd'hui des fois comme des génies, comme des gens qui ont un succès retentissant dans un certain nombre de domaines, Ouais. en réalité, c'est juste des gens qui ont commencé avant. Ils ont pris de Voilà. l'avance. Ils ont pris de l'avance. Et donc, c'est important aujourd'hui de prendre de l'avance sur un certain nombre de domaines et de sujets pour qu'au moment où ce sujet devient le sujet, on va dire, traditionnel, voilà, ben, vous soyez vu comme un expert, vous soyez vu comme un génie. Ouais. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous avez atteint le niveau de maîtrise de ce sujet bien avant tout le monde. Après avoir travaillé pendant des années dans une compagnie de téléphonie, il décide d'abandonner son poste, pourtant payé à une dizaine de millions, pour se lancer à son propre compte. Il va nous présenter dans cette vidéo son parcours, quels sont les défis, les challenges qu'il a dû faire face pour pouvoir mettre en place plusieurs activités génératrices de revenus et surtout son côté humanisme. Comment est-ce qu'il se plaît à partager, à donner du savoir aux autres pour que notre continent, l'Afrique, puisse être prospère demain, ne soit plus cité parmi les derniers dans le monde actuel. Découvrez avec moi le coach Sylvain Boussamba qui va nous partager son expérience, son parcours et dont vous allez vous retrouver. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes XXL, mais avec le peu de savoir que vous avez, vous pouvez, avec la loi de la collaboration, la loi du processus, de mettre en place des éléments qui vont vous permettre de bâtir un empire, non seulement pour vous, pour votre propre honneur, mais également pour les générations à venir, pour votre héritage, pour votre progéniture. Tout ça, c'est en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de mettre votre meilleur pouce bleu afin que l'algorithme puisse mettre en avant cette vidéo et que tous vos proches puissent avoir accès. Et je rappelle, ça c'est un contenu normalement payant. On paye des centaines de mille pour pouvoir assister à ce type de contenu. Aujourd'hui, vous l'avez totalement gratuitement. Donc, mettez tout simplement en commentaire ce qui vous aura marqué dans cette vidéo afin que le coach puisse nous rejoindre en live pour répondre à toutes vos questions. Donc, prenez un carnet pour noter parce que c'est une masterclass avec des pépites. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des pépites. Je vous attends dans les commentaires et surtout, bon visionnage et partagez massivement. À très bientôt. Bonjour coach. Bonjour. Valdez. Merci de nous recevoir dans vos jolis bureaux. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le coach, qui est le coach Sylvain Boussamba? Alors, c'est toujours difficile de se présenter. Je vais me présenter en utilisant, on va dire, 3 casquettes que j'ai aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc, vous avez dit coach Sylvain Boussamba. Donc, je suis coach, formateur, conférencier, certifié John C. Maxwell. Donc, ça, c'est un pan de ce que je fais dans un de mes cabinets Ouais. qui s'appelle K-Venture, qui aide des chefs d'entreprise, des managers et des superviseurs dans les organisations à développer différents pans de leur développement personnel. Ça peut être le management, ça peut être le leadership, ça peut être bien d'autres choses, la prise de parole en public et ainsi de suite. Je suis aussi un entrepreneur social. Ça, c'est un choix de cœur. Ouais, voilà. C'est mon but humaniste, comme on dit, où j'ai décidé de me mettre dans une posture de transmission, de transmettre tout ce que j'ai reçu de la vie, des personnes que j'ai rencontrées, de la rencontre des bonnes personnes. Voilà, j'ai eu cette opportunité extraordinaire de la vie de rencontrer des gens magnifiques. Ils m'ont légué des choses que j'ai gardées précieusement et qu'aujourd'hui je donne à une autre génération.
Ça, c'est Et puis, la dernière casquette. la dernière casquette, je suis aussi on va dire un autre coach dans le domaine du numérique, de l'entrepreneuriat, Ouais. dans l'accompagnement des entrepreneurs. Surtout, ma spécialité, c'est l'entrepreneuriat dans le numérique. Là, j'ai quelque chose à donner de mon parcours professionnel Ouais. avec plusieurs années dans l'informatique et les télécoms, une initiation très précoce, hein, parce que j'ai appris à coder à l'âge de 11 ans. Wow. Et donc, j'ai toujours su qu'en réalité, euh, il n'y a pas de prérequis particulier, si ce n'est la La volonté, volonté. voilà, et la disponibilité de, d'apprendre. Ouais, c'est tout. Avec une grosse dose de patience pour pouvoir coder. Exact. D'accord, coach, je sais que là, ce n'est que la synthèse de vos multiples casquettes. Là, on a pu en avoir 3 casquettes. Certains se diront que pour avoir ces casquettes, il faut avoir fait des études, de très hautes études. Votre parcours, comment il s'est déroulé? Vous avez grandi dans quelles conditions? Quel type de formation vous avez pu faire durant votre cursus pour pouvoir aboutir à ces 3 casquettes dont vous venez de nous présenter? Alors, comme je disais au départ, euh, si je parlais de mon cursus Ouais, sans parler de mon début, en fait, on manquerait quelque chose. l'information Voilà. sera biaisée. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Toutes les personnes que l'on considère aujourd'hui, des fois, comme des génies, comme des gens qui ont un succès retentissant dans un certain nombre de domaines, Ouais. en réalité, c'est juste des gens qui ont commencé avant. Ils ont pris de Voilà. l'avance. Ils ont pris de l'avance. Et donc, c'est important aujourd'hui de prendre de l'avance sur un certain nombre de domaines et de sujets pour qu'au moment où ce sujet devient le sujet, on va dire, traditionnel, voilà, ben, vous soyez vu comme un expert, vous soyez vu comme un génie. Ouais. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous avez atteint le niveau de maîtrise de ce sujet bien avant tout le monde. Voilà, parce que il y a 3 formes de compréhension. La compréhension intellectuelle, voilà, d'ailleurs on va à l'école pour ça. Ouais. Il y a la compréhension émotionnelle. On va utiliser tout ce que l'on a acquis comme connaissance pour aller faire, pour aller réaliser. Quelque chose. Voilà. Donc on va vivre des expériences terrain. Mhm. Voilà. C'est là où réellement on va affronter nos propres émotions et celles des autres. Ouais. Et il y a la compréhension qu'on appellerait philosophique. D'autres diraient spirituelle. Mais peu importe, d'autres appelleraient même ça la sagesse. Ouais. Ouais. C'est tout ce qui tourne autour du discernement, autour du jugement éclairé. C'est une intelligence, on va dire, supérieure. Ce sont des connaissances supérieures que l'on a sur un domaine parce qu'on l'a pratiqué pendant longtemps. Et on peut, pour d'autres personnes, être un guide, on peut être un mentor. Mhm. Donc moi j'ai commencé un peu par accident à apprendre à coder à l'âge de 11 ans sur l'ordinateur de mon père. Je voulais découvrir, j'ai découvert qu'il y avait des jeux et tous ces jeux à l'époque étaient une partie dans l'ordinateur, une autre partie dans des livres. Et donc après avoir joué à tous les jeux dans l'ordinateur, Donateur, j'ai eu envie de jouer aux jeux qui étaient dans les livres. Et donc il a fallu Lire. les insérer dans l'ordinateur. Et en réalité, j'ai pas réussi du premier coup. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je constatais, il y avait erreur à la ligne numéro tant. Et en essayant de corriger, bon, après, plus tard, quand on connaît le métier, on appelle Ouais, ça le ouais. débogage. Il a fallu que je règle toutes ces erreurs-là et j'ai appris à programmer. Ce qui fait que, après, ma vie n'a pas été comme celle d'un jeune homme habituel. Voilà. On change les amis parce qu'on a une passion, donc on Ouais. change de type d'amis. Ouais, J'ai eu son des amis entourage, il va avec changer. qui on se retrouvait dans les clubs informatiques à Bessieux, on se retrouvait dans des communautés, on faisait des choses à notre âge
on avait déjà 15 ans et déjà on vendait déjà des logiciels sur les machines Texas Instruments au collège et au lycée qu'on créait nous-mêmes Ouais. et qu'on vendait à d'autres personnes au lycée et au collège pour pouvoir arriver à faire leur devoir de maths en 15 minutes. Donc, Ouais, donc, ouais, ouais. après, euh, j'ai eu un parcours où après j'ai eu un bac D et je suis allé en France, bien sûr, bien avant. Et mon père voulait que je sois vétérinaire, médecin, donc j'ai fait une fac de sciences. Et après, c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais plutôt être informaticien. Mais la formation dans ce domaine, est-ce que vous l'avez achevé Non, ou non, pas du non. tout? Ben, heureusement, heureusement. J'ai fait demi-tour, je suis venu le voir, j'ai dit, écoute, c'est juste pas possible que je fasse ça. Depuis l'enfance, j'ai quelque chose, Ouais, ouais, ouais. j'ai une passion, Passion j'ai pour apparemment un talent, pourquoi ne pas l'exploiter? Voilà. Et puis, on a fini par s'entendre. Et donc, j'ai fait un DTS en informatique de gestion. Voilà. Et au sortir de là, j'ai travaillé tout de suite. Et je suis rentré dans une carrière accélérée en tant d'abord que développeur, puis après chef d'équipe de développement, puis euh, manager, de longues années de manager, directeur, directeur expatrié, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Wow, wow, wow. Là, vous avez réussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'accorder avec un parent qui a une vision pour vous, qui pour le parent est peut-être la meilleure pour vous, et vous de l'autre côté, vous dites, c'est pas ce que je veux faire autre chose. Comment est-ce qu'on réussit à ramener le parent sur la table sans créer de conflit, parce que souvent c'est une partie difficile, hein, pour ne pas créer de conflit avec le parent, parce que lui-même, il l'a mené dans notre projet que bon, papa, il sait que tu veux qu'il fasse ça, mais moi, il veut faire ça. Comment est-ce qu'on réussit à la fin de la discussion d'être d'accord pour pouvoir mettre les deux énergies vers un seul but? Comment est-ce que ça se fait sans créer de conflit au sein de la famille? Ah, non, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Parce qu'on croit en quelque chose, on le sent au fond de soi que on est fait pour cette chose. Et on se rend bien compte aussi que de l'autre côté, les parents ne sont pas alignés à ce qu'on veut faire. Et forcément, une crise va arriver. Une crise va arriver. Si on croit réellement ce qu'on veut faire, ben on va prendre une décision que les parents ne vont pas apprécier. Ouais, Voilà. Et après, c'est à nous de prouver maintenant c'est ça. qu'ils ont eu tort. Ouais. Voilà. Et donc, on rentre dans plusieurs années où on doit démontrer que on ne s'est pas trompé nous-mêmes dans le choix et que peut-être eux, hein, ils allaient se tromper en choisissant autre chose pour nous. Ouais. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà qu'on est conscient de cela. Voilà, on n'a presque pas intérêt à rater parce que les parents nous attendent. Si on fait un faux pas, ils vont dire, on t'avait dit. Mm. Tu as voulu montrer que tu as fait l'école, que tu es plus intelligent que nous. Bon, souvent, on n'a pas droit à l'erreur quand on décide de foncer dans notre voie. D'accord. Et votre parcours professionnel, vous avez fini votre DTS en informatique. Vous avez débuté une carrière professionnelle, vous êtes monté en compétences, en grade dans les différentes entreprises. Vous avez parcouru à peu près combien d'entreprises pendant votre parcours professionnel et ça a duré à peu près combien d'années en tant que, voilà, disons, salarié Alors, on va voir au fur et à mesure, mais ouais. la première grande entreprise, celle qui m'a appris le métier, parce que l'école nous donne la compréhension intellectuelle, mais la compréhension émotionnelle du métier de développeur, Ouais, c'est je sûr. l'ai Ouais. appris à côté de quelqu'un que je considère aujourd'hui toujours comme un de mes mentors. Voilà, parce il m'a appris à coder de manière professionnelle, à servir les clients. Ouais. Voilà. Donc, coucou Jean-Denis. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans son entreprise, s'appelle Sassig.
pendant 4 ou 5 ans. Et puis, j'ai eu envie, à une époque où personne n'avait envie d'être entrepreneur, j'ai envie de découvrir, voilà, de cogner à des portes, de proposer mes services. Donc, je suis devenu entrepreneur à l'âge de, je pense, 24 ans, 24, 25 ans, très jeune. Voilà. À cette époque, personne n'était entrepreneur au Gabon. Personne, absolument personne. Et donc, je suis resté comme ça, entrepreneur et consultant dans ma propre boîte une année. Voilà. Et puis, je suis allé remplir une mission en tant que consultant chez Total. À l'époque, ça s'appelait Elf Gabon. Je suis allé bosser chez Total. Je suis resté à Port-Gentil avec eux pendant à peu près 3 ans. Et puis, je suis revenu. Il y avait une boîte d'informatique qui s'appelait Proxy Technologies qui recrutait les meilleurs développeurs, les meilleurs informaticiens de la capitale, enfin du pays. Ouais. Et ils m'ont fait venir de Libreville pour travailler avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant 3 ans en tant que développeur d'abord, après responsable du département qui tourne autour de la business intelligence et tout ça. Et puis, je suis parti, je suis rentré dans la grande famille de Celtel, voilà, en 2004. Et j'ai commencé comme team leader. Et progressivement, très vite, je suis devenu manager, 6 mois après. Et après, entre le moment où je suis devenu manager et senior manager, là, ça a été la période la plus difficile. Il m'a fallu 8 ans. 8 ans où j'ai dû apprendre qu'est-ce que c'est que le management. Ouais. Voilà, parce que il n'y a aucune école de management. On raconte plein d'histoires dessus. C'est que de la compréhension intellectuelle, c'est que des concepts, mais arriver à piloter des ordinateurs, des serveurs, ainsi de suite, c'est à la portée de tout bon technicien, mais arriver avec des hommes à atteindre des objectifs qu'on nous a confiés, c'est plus difficile que d'installer des serveurs et développer des applications. Parce que l'être humain entregreffe une machine très complexe, très très complexe. Et ça m'a pris du temps. C'est comme si j'étais allé à l'université de la compréhension de l'homme. Ça m'a pris 8 ans, 8 années pour voir les fruits de cet investissement. Et c'est d'ailleurs là où j'ai découvert les outils de John C. Maxwell, à un moment donné où je pensais que je ne devais pas y arriver. Et là, je suis devenu senior manager, après directeur expatrié avec promotion. Et puis j'ai décidé de tout lâcher, de démissionner pour faire ce que je fais aujourd'hui. Wow. Wow. Avant de revenir sur la partie déclin, comment est-ce que, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous lancer à votre propre compte? Je suppose que Celtel, c'est Airtel. Ah oui, parce qu'après Celtel est devenu Zain, Zain est devenu Airtel. Voilà, c'est juste pour situer le contexte, savoir que on parle d'Airtel aujourd'hui. Avant de passer à disons, l'une des questions qui, pour moi, est l'une des plus importantes durant cette interview, dans l'une de vos prises de parole, vous dites qu'une vision qui n'apporte pas de solution ne sert à rien. Qu'est-ce que se cache derrière cette phrase? Parce qu'on peut se dire, voilà, j'ai ma vision, voilà, comment on peut me dire qu'elle ne sert à rien? Derrière, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer pour qu'on puisse comprendre le message qui découle derrière cela? En réalité, tout découle du fait que notre potentiel, ce fameux potentiel que l'on a, il n'est pas fait pour nous, il est fait pour les autres. Donc, quand on a une vision de ce qu'on peut faire avec, en fait, c'est pas pour nous. On n'est que bénéficiaire, on va dire de manière indirecte. Mais de manière directe, il y a d'autres personnes qui bénéficient de notre potentiel et de la vision que l'on a. En fait, en réalité, il faut savoir pourquoi on est sur Terre. C'est la question que tout le monde se pose. Bon, nous, en tant que coach, on dit on est là pour une seule chose, régler des problèmes. Mais en réalité, régler des problèmes, ça va nous emmener dans deux activités qui sont complémentaires. Parce qu'on est sur Terre pour régler les problèmes. Que l'on soit chirurgien, avocat, plombier, on est tous en train de régler le problème de quelqu'un. Et donc, on ne fera que ça du premier jour jusqu'au dernier jour de la vie, régler les problèmes.
Donc, on doit devenir bon dans ça. Et donc, il y a deux activités sous-jacentes. La première, c'est de comprendre, analyser, bien comprendre le problème. Deuxième, c'est de trouver la solution et l'implémenter et s'assurer qu'elle règle le problème. Donc, on doit devenir bon dans ces deux activités sous-jacentes, être bon dans la compréhension, l'analyse, et être très bon dans tout ce qui est création de solutions ou alors intégration de solutions, parce que soit la solution existe déjà, on va l'utiliser, soit la solution n'existe pas, on va en créer une nouvelle, et il faut arriver à faire en sorte qu'avec cette solution, on règle le problème. Donc, voilà un peu ce qui nous guide, nous tous en tant qu'humains, et là où on doit être très bon, maintenant chacun dans son domaine. Si on est plombier, c'est dans ce domaine. Si on est avocat, c'est dans ce domaine-là. Si on est comptable aussi, c'est dans ce domaine-là où on doit être capable de comprendre les problèmes, les analyser et de trouver des solutions. Maintenant, il arrive qu'à un moment donné, dans ce processus-là, on change directement de cap. On change de cap. C'est-à-dire, on commence d'abord au niveau technique, parce qu'il y a trois types de compétences. Il y a les compétences techniques. Donc, ouais, on a fait des études de comptabilité, donc on est très bon comptable, mais on va régler des problèmes de comptabilité. Et puis, on va se retrouver dans des milieux où on va être confronté à une réalité qui est la réalité de tout être humain sur Terre. Ben, on doit le faire avec d'autres êtres humains, parce qu'on n'est pas tout seul. Et là, il y a tout ce pan de compétences qu'on appelle les compétences non techniques qu'il faut apprendre. Voilà, l'empathie, le leadership, la communication, la créativité, toutes ces compétences, travailler en équipe, la gestion des conflits, la gestion des priorités, tout ça on doit l'apprendre. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour arriver à régler des problèmes lorsqu'on est en équipe, lorsqu'on travaille à plusieurs et qu'on doit servir d'autres personnes avec. Mais pour arriver à le faire, il faut une compétence, une troisième, qu'on appelle les compétences méta, c'est-à-dire la capacité d'apprendre à apprendre. Apprendre, ça c'est aussi un autre concept. C'est important parce qu'on doit apprendre à apprendre pour apprendre des compétences non techniques, mais aussi pour apprendre des compétences techniques. Voilà. Et donc, on doit être toujours dans une posture d'apprentissage permanent qui fait qu'on a un cerveau qui est tout le temps en évolution. Ce que les Américains appellent le growth mindset. Donc, une mentalité de croissance. Voilà, où on est toujours prêt à découvrir de nouvelles choses par la curiosité, mais aller jusqu'à la partie maîtrise de cette chose-là, si ça nous intéresse de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est qualifié de VICA. On dit il est vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Le niveau d'incertitude, le niveau de complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui fait en sorte que on ne peut plus, avec un seul domaine de compétences, arriver à résoudre un problème. Si je suis très bon en économie, ben, il faut que j'apprenne un tout petit peu dans le social, un tout petit peu dans le juridique, un tout petit peu dans l'environnement, pour pouvoir parler avec d'autres personnes qui ont ces compétences-là, pour qu'on arrive à se comprendre. Si on ne se comprend pas, ce qu'ils vont conceptualiser pour nous ne va pas être la solution à ce problème-là. Alors, je dois apprendre aussi dans ces domaines-là pour pouvoir au moins parler leur langue. Et si on peut parler la même langue du domaine de l'environnement, du domaine juridique, si au moins je maîtrise les bases, on peut se comprendre. Et des fois, lorsqu'on constate les problématiques que l'on vit dans nos environnements, on se rend compte que des fois, il y a une seule personne, quelque part, avec une seule compétence, qui essaie de résoudre ses problèmes. Le problème est juste trop gros pour lui. Voilà. Et on revient à une loi qu'on appelle la loi de l'importance. En fait, la vie est tellement complexe qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la vie tout seul. Voilà.
Voilà, il faut le faire à plusieurs. Et pour cela, il faut comprendre le langage des autres pour pouvoir s'associer et travailler sur, voilà, Et surtout le langage émotionnel. Ouais, ouais, Hein, les ouais, gens ouais. parlent avec leurs émotions. Voilà. Qui cachent C'est un derrière peu leurs ça. croyances aussi. Exactement, exactement. Ça, c'est magnifique, magnifique. Alors, avant de passer à la prochaine question, qui est l'une des questions les plus essentielles, je vous invite tous à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à me dire dans les commentaires quelles sont vos réactions sur ce que le coach dit parce qu'il est très percutant, très pertinent. L'écouter, c'est vraiment un délice. Je vous invite à partager massivement et à vous manifester dans les commentaires pour que le coach, si vous avez des questions à poser au coach, voilà, le coach nous fera peut-être l'honneur de nous assister en live pour répondre à vos questions. Donc, c'est en commentaire que vous allez nous dire ce que vous voulez savoir davantage que je n'ai pas posé durant cette interview. Donc, je vous attends dans les commentaires. Donc, coach, l'une des questions pour moi qui est hyper importante, c'est que tout à l'heure, vous avez dit comment vous avez travaillé chez un opérateur de télécommunications. Vous avez une belle carrière, brillantissime, senior manager. Et comment est-ce que, après tant d'années, avec une rémunération d'une dizaine de millions, comment est-ce qu'on réussit à lâcher tout ça pour se dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, qui était d'ailleurs peut-être à votre époque vraiment quelque chose, on ne rencontrait pas, ça ne courait pas les rues, la notion d'entrepreneuriat, je vais être entrepreneur, c'est maintenant que voilà, on a l'impression que c'est à la mode, mais lorsque vous êtes lancé, j'imagine que c'était pas aussi vulgaire, on n'en trouvait pas des personnes qui parlaient matin, midi, soir, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on quitte d'une rémunération assez, assez importante comme la vôtre pour pouvoir se lancer à son propre compte? Alors, je reste convaincu, en fait, qu'il y a trois buts dans la vie. Il y a le but égoïste, hein, c'est le but que l'on a pour soi. On veut construire une maison, on veut s'acheter une voiture, on veut se marier, on veut faire telle carrière. On a le droit d'avoir ce but pour soi-même. Et à chaque fois qu'on a un but, bah, ce but euh, produit un désir de l'atteindre. Et ce désir de l'atteindre va réveiller une énergie. Et cette énergie va nous faire aller vers le but. Et puis, il y a le but qu'on appelle le but client. Le but client, euh, c'est plutôt le fait de vouloir servir des gens, mais la particularité, c'est que je veux attendre quelque chose en retour d'eux. Voilà, donc je veux servir plein de monde et je veux quelque chose en retour. Là, beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat avec ce but client, c'est-à-dire ils veulent servir un certain nombre de personnes avec des produits, avec des services qu'ils vont développer, qu'ils vont mettre en œuvre ou qu'ils vont revendre, peu importe. Et ils attendent quelque chose en retour de ces clients, généralement de l'argent, pour pouvoir justement prendre soin d'eux-mêmes. Et, et il y a aussi le but humaniste. Le but humaniste, on veut servir des personnes, mais on n'attend rien en retour. Absolument rien. Quand je dis rien en retour, c'est rien d'un point de vue financier. Hein. On veut plus voir un impact social, on veut voir des vies changées, des vies transformées. Mais en réalité, ce que l'on voit, c'est quelque chose que l'on constate par l'effort que l'on a fait, mais c'est juste quelque chose que l'on peut contempler. C'est pas quelque chose que l'on peut. C'est des souvenirs. C'est de l'émotion. C'est pas quelque chose que l'on peut prendre. On peut juste enregistrer ça dans sa mémoire, voilà, mais on reçoit pas de l'argent de ça. Et quand on est dans un but humaniste, en réalité, c'est trois philosophies différentes. La philosophie dans le but égoïste, c'est de se dire, bah, il faut que je m'en sorte, il faut qu'il y ait quelque chose pour moi. Que la vie me permette d'avoir quelque chose pour moi. C'est plus voilà. Le moi. Voilà, c'est juste pour moi. Voilà. Et puis, quand on est dans un but client, on comprend que si on veut avoir pour soi, bah, il faut avoir quelque chose à donner aux autres. Alors là, on se dit, ah tiens, je vais monter un business, une entreprise, et je vais apporter de la valeur à d'autres personnes, et ils vont me retourner de la valeur. Mais quand on rentre dans
tout ce J'étais qui est égoïste. humaniste, c'est qu'on pense que euh, j'ai quelque chose à donner aux autres. Voilà. Pas nécessairement quelque chose à reprendre. J'ai quelque chose à donner. Peut-être qu'on a réussi à régler euh, ce problème-là pour soi, voilà, et qu'on a envie de transmettre. Voilà. Mais quand je dis régler ce problème pour soi, des fois, on peut penser que on est à l'aise financièrement. Non, ça n'a rien à voir avec, parce que généralement, il y a deux buts que l'on essaie de poursuivre dans la vie. Soit la réussite, c'est extérieur, Ouais, soit le le bonheur, c'est bonheur qui est intérieur. intérieur. Voilà. Vous pouvez avoir atteint le bonheur et avoir envie de partager aux gens, Ce bonheur. hein, tous les mécanismes hein, qui vous ont permis d'atteindre le bonheur. Et peut-être pas la réussite derrière que le monde attend, Ouais. mais vous avez cette joie intérieure. Et vous savez faire la différence entre le plaisir qui est passager et qui est juste Qui est quelques éphémère, instants ouais. et la joie. Voilà. Et vous cultivez cette joie et vous vous rappelez comment comment vous avez réussi à la construire. Vous avez envie de donner ces trois choses-là. Le mindset, donc l'état d'esprit Ouais. qui vous a permis de produire ça, les compétences qui vous ont permis d'avoir ça, et aussi les outils. Donc là, on se met dans une posture de transmission, de léguer quelque chose à une autre génération pour voir cette génération devenir meilleure que la génération précédente. Donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais dans mon but égoïste en tant que manager. Et puis, progressivement, avant que je parte en expatriation, j'avais créé l'ONG Ogoelab. Donc, euh, dès le début, on voulait avoir un but client. Voilà. Ça n'a pas vraiment marché. On n'a pas compris pourquoi. Mais une chose est certaine, on a réfléchi et on s'est rendu compte que il nous manquait quelque chose d'important. C'était des ressources Ouais. compétentes dans le domaine du numérique. Et euh, on s'est dit que pour accompagner ces ressources, il fallait qu'on aille vers un but humaniste. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement à leur donner que si on était dans un but client, en fait, on serait à perte, financièrement à perte, parce Parce qu'il que y a tellement à donner. le retour ne pourrait pas Le être... retour ne pourrait pas. Alors, c'est pour ça qu'on s'est constitué en tant qu'une organisation sociale pour pouvoir, nous, ensemble, tous ceux qui pensons qu'on a quelque chose à pouvoir leur donner, à donner le maximum que l'on puisse donner à cette génération pour que cette génération soit meilleure que la nôtre et, et des générations qui sont arrivées après nous. Voilà. Oh, non. Donc ça s'est réveillé un jour, voilà, et lorsque je suis juste parti en expatriation, j'ai eu tellement envie de revenir m'occuper de mon but humaniste que mon but égoïste, Égoïste. avec le salaire très élevé, ne m'intéressait plus. Voilà. Ça peut être surprenant. D'autres peuvent penser que vraiment faut en avoir Ouais, il faut en avoir. pour faire cette rupture-là. Mais en fait, il faut suivre dans la vie euh, ce qui nous rend heureux. Et je pense que c'était ça. Euh, la réussite, je pense, quand on a atteint ce niveau de salaire, on pense qu'on a atteint la réussite. Parce que on rêve depuis qu'on est jeune développeur à se dire je vais arriver au sommet et avoir tant d'argent, mais je voyais juste à quelques petits millions, pas autant d'argent que j'ai eu. Mais quand on atteint autant d'argent, on se dit bon, c'est bon, j'ai atteint la réussite. Est-ce que maintenant je peux chercher le bonheur? Voilà. Et la recherche, la quête du bonheur nous tourne vers des choses simples, essentielles, comme s'occuper d'une génération, euh, leur donner des compétences, leur donner un mindset, leur montrer des outils pour qu'ils regagnent la dignité. C'est important pour nous, la dignité. Quand on a des compétences, quand on a un salaire, on est capable de gagner en dignité dans son milieu dans lequel on évolue. On gagne aussi en respect. On est respecté. Voilà. Et puis, on s'épanouit quand on fait quelque chose que l'on aime. Moi, je me suis épanoui dans ma carrière. Donc, autant
leur permettre aussi, ouvrons-leur un chemin pour que eux aussi Et puis, c'est ça. arrivent à s'épanouir. Ça va amener tellement de joie à l'intérieur, donc tellement de bonheur. On est dans une course effrénée à la réussite. Il y a tellement, quand on va sur les réseaux, il y a tellement de communication, de discours, de vidéos autour de comment faire pour réussir. Mais il y en a très peu pour comment faire pour être heureux. Parce Ça, que c'est des une fois, belle, beaucoup de gens c'est une belle remarque. ont réussi Ouais. de Ils manière sont pas extérieure, mais heureux, ne sont pas heureux. Voilà. justement. Maintenant, après, il faut trouver un équilibre. Mhm. J'ai fini par comprendre qu'il faut un équilibre entre la contribution, parce que quand on contribue, ça coûte énormément d'argent. Il faut arriver derrière à produire, à générer cet argent. Donc, j'ai toujours mon but client. Voilà, j'ai mon cabinet qui me permet de vivre et de mettre des fonds dans l'ONG. Mhm. Et j'ai mon but humaniste qui me permet d'aller servir le maximum de gens que je puisse servir grâce à l'aide des différents partenaires que nous avons qui nous accompagnent dans les différents projets ou les programmes sociaux, éducatifs que nous mettons en place. Magnifique, voilà. Même cette interview, voilà, c'est dans votre but humaniste que, voilà, vous avez accepté de nous recevoir dans vos bureaux et pour ça, nous vous disons encore 1000 fois merci parce que le bout de vie que vous êtes en train de partager avec nous, voilà, vous aurez pu faire autre chose, vous avez décidé de, voilà, de le consacrer à notre communauté et on espère que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir en tirer davantage, pouvoir croître dans leurs différents buts pour atteindre aussi ce bonheur, cette joie ne peut rester uniquement dans la partie peut-être réussite, voilà, mais vraiment trouver son ikigai, lier voilà, cette réussite à cette joie intérieure que, voilà, qu'ils peuvent avoir. D'accord. Tout à l'heure, on discutait sur la problématique, par exemple, de nos pays africains. Pourquoi est-ce que la plupart des pays africains traînent à se développer sur l'échiquier mondial malgré toutes les ressources qu'on peut avoir sur notre territoire, que ce soit du sous-sol, que ce soit même des ressources physiques, parce qu'on a une jeunesse qui est beaucoup plus mobile par rapport au reste du monde, avec une démographie vraiment qui ne fait que se rajeunir. Comment est-ce qu'on réussit à traîner le pas malgré tout ce potentiel qu'on peut avoir? Et on voit qu'il y a aussi ces trois catégories de ressources, que ce soit le but égoïste, client ou humaniste. Comment est-ce que à l'échelle africaine, ces trois buts peuvent freiner le développement de l'Afrique? Alors, on va regarder ça sur deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'éducation. On va se rendre compte d'un phénomène. Lorsque je discute avec mon père, il me dit que eux, à leur époque, ils allaient au primaire à 10 ans et qu'ils allaient au collège à 15 ans. Dans leur génération, c'était un standard. Mais ce qui est magnifique, c'est de découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient entre 0 et 9 ans. En fait, ils apprenaient à vivre avec la nature en premier. Parce que pour la plupart, nos parents étaient des fils ou des filles de paysans. Voilà. Donc, ils vivaient au village. Ils apprenaient à vivre avec la nature, à respecter la nature, à comprendre comment elle fonctionne. La nature est un livre qui nous parle. Et donc, ils lisaient le livre de la nature. Ils apprenaient aussi à vivre en société. Parce qu'un village, c'est un microcosme, c'est une petite société. Ils apprenaient à découvrir les codes, comment on se comporte dans la société. Et si vous remarquez, cette génération-là, de nos parents, ont un certain nombre de valeurs, qu'on appelle aussi des croyances ou des philosophies. Ils ont un certain nombre de sagesses ancestrales qui viennent de d'autres générations. Et des fois, certaines sont même millénaires. Et c'était important d'avoir ça. En fait, leurs compétences méta
donc la capacité d'apprendre à apprendre, leur a d'abord fait apprendre à ce qu'on appelle l'école de la maison. Et après, ils sont allés à l'école traditionnelle pour apprendre un métier. Par exemple, le mien, il est médecin, donc il a fait toutes ses études. Et donc, beaucoup de parents de cette époque-là ont fait ça. Et on remarque que ces gens sont beaucoup plus équilibrés que nous. Nous, on ne nous a rien donné à la maison. On nous a pris à 2 ans et on nous a mis dans l'école traditionnelle. Et cette école traditionnelle, qui est l'école standard où tout le monde n'a rien à nous apprendre du point de vue de la sagesse. Donc, on a un premier problème à ce niveau-là. Maintenant, je vais aller sur le deuxième pan. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de la sagesse? Je prends une loi qui s'appelle la loi de la collaboration. Et je vais prendre l'exemple d'un pays qui s'est développé de manière fulgurante, qui est Dubaï. Lorsque l'on regarde les vidéos en ligne sur comment Dubaï s'est développé, j'ai fait un constat. Personne ne parle de la sagesse ancestrale qu'ils ont utilisée pour se développer. Tout le monde dit que c'est grâce à la découverte du pétrole, grâce au génie des gens qui ont travaillé avec eux, qu'ils ont réussi à faire ça. C'est totalement faux. À l'origine, ce pays s'est retrouvé démuni parce qu'il vendait que des perles. Le marché des perles s'est effondré parce qu'on a commencé à faire des perles artificielles. Et puis, bon, on commençait à ne plus trouver trop de perles dans les zones où ils allaient pêcher. Et qu'est-ce qu'a fait le roi à l'époque, Cheikh Saïd, qui est le grand-père du roi actuel? Ben, il a convoqué ce qu'on appelle un majlis. C'est quoi un majlis? Un majlis, c'est dans les familles arabes, elles ont toutes un majlis, donc un espace où elles peuvent recevoir des hommes, des femmes, pour discuter d'un certain nombre de sujets. Et les gens sont arrivés et il s'est dit, le gouvernement ne peut pas trouver de solution. Mais est-ce qu'avec la population, je peux trouver une solution? Et ils se sont assis, ils ont commencé à réfléchir. Certains ont amené des problèmes, d'autres ont amené des plaintes, d'autres ont amené des idées. Et finalement, ils ont fait naître des projets, comme le projet de draguer en fait leur port, pour faire venir des bateaux, pour transformer leur marché en un marché de achat et revente, de faire baisser leur taux de douane, qui a fait de Dubaï ce que Dubaï est aujourd'hui, mais c'était déjà les prémices. Et de voir qu'ils ont levé un peu d'argent avec des taxes, ils ont reçu des dons des marchands, alors que les marchands, c'est pas évident qu'ils fassent des dons. Et ils sont allés prêter un peu d'argent au Koweït, qui eux avaient découvert le pétrole et pas eux. Ouais. Et là, ils ont commencé cette dynamique. Et quand on regarde le père Cheikh Rachid de Cheikh Mohamed, donc le roi actuel, lui, il a fait les majlis tous les jours. Si ce n'est pas quelque chose qui fonctionnait, pourquoi le ferait-il tous les jours? Il a compris qu'il y avait un secret là-dedans. Il y a un secret. Mais en fait, le grand secret, c'est que quand vous vous mettez avec les autres, les bonnes idées que vous avez peuvent devenir de meilleures idées. Quand vous vous mettez avec les autres, vous êtes capable de résoudre des problèmes plus facilement. Donc, c'est plus facile de résoudre à plusieurs. 2, vous gagnez en maturité. Et 3, vous êtes capable d'avoir l'adhésion de tout le monde, puisque tout le monde y a participé. Donc, si vous devez faire quelque chose après avec les autres, tout le monde se sent impliqué parce qu'on a tous participé à la phase de compréhension, d'analyse, de recherche de solutions. Tout le monde est impliqué. La légitimité. Et on dit souvent, une vision, c'est comme un miroir. Quand on la partage à quelqu'un, si on ne se voit pas à l'intérieur, personne n'a envie d'y participer. Donc, si ils partagent une vision et que chacun se reconnaît à l'intérieur de la vision, tout le monde va y participer. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé en faisant des majlis?
ils ont utilisé ben, des sagesses ancestrales qui viennent, ils viennent d'une tribu, les Baniyas, de la section Abou Falassa. C'est des leaders charismatiques, ce sont des guerriers connus depuis les années 1580. Vous voyez? Mais quand on regarde ça et qu'on se dit, mais on a la même chose avec chez nous notre dispositif qu'on appelle le corps de garde. Donc, c'est une sagesse ancestrale que nous avons. Si les Africains ont du mal aujourd'hui à travailler ensemble, c'est pour montrer à quel point l'école traditionnelle a détruit ce que devait nous donner l'école de la maison. Ouais, ouais. Vous voyez? Il y a un problème. Donc, si aujourd'hui on n'arrive pas, malgré le fait que depuis plus de 60 ans, on a des personnes de plus en plus diplômées, voilà, on possède énormément de ressources, mais on a en peine à se développer. Le problème n'est pas dans les ressources. Non, elles sont là, elles sont certes juste vendues, mais pas transformées. Le problème est dans nos valeurs ancestrales, nos sagesses qui ne sont pas partagées. Et aujourd'hui, si on veut développer ce continent, il faut qu'on revienne à ça. Malheureusement, lorsque l'on regarde des vidéos en ligne, et je suis content que dans celle-ci, je peux parler de ça, peut-être que ce sera la seule vidéo où on va parler en ligne de comment en réalité Dubaï est devenu Dubaï grâce à cette sagesse-là. Tout le monde va parler de finance, tout le monde va parler de distribution. Non, personne ne va parler de sagesse ancestrale qui a été utilisée. Et quand ils vont découvrir à travers cette vidéo la sagesse ancestrale qu'ont utilisée la famille Al Maktoum, ben, ils vont se rendre compte qu'on a cela. Pourquoi nous l'utilisons nous pas? Réunissons-nous. Et surtout que c'est un principe et c'est une loi. Cette loi, elle nous dit très clairement que quand on est à plusieurs, ben, on est capable de faire des choses meilleures. On entre avec une bonne idée, on en ressort avec une idée merveilleuse, extraordinaire. Alors, mettons-nous ensemble et concevons les solutions qui vont régler les problèmes que nous avons. Et nous sommes capables de le faire. Maintenant, quand on va de manière beaucoup plus approfondie, il y a des choses à regarder. On se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La sagesse des foules. Il est allé encore plus loin. Et il est allé et il nous fait comprendre que quand on s'appuie sur les compétences et les connaissances d'une foule, ben, on est capable de sortir un niveau d'intelligence, un niveau de compétence extraordinaire. Alors, nous avons la recette. Elle est là depuis des millénaires. Nous n'avons qu'à l'utiliser. Donc, collaboration, collaboration, collaboration. Maintenant, c'est vrai que l'école traditionnelle qui nous a un tout petit peu déroutés dans le sens où on est plus à la recherche individuelle de réussite. D'ailleurs, ce que dit cet expert dans la sagesse des foules, que des fois, un groupe de personnes non experts peut trouver des solutions qu'une poignée d'experts ne trouveront pas. Parce qu'ils ont des biais cognitifs, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Alors, c'est extraordinaire parce que ben, le monde occidental nous a peut-être emmenés vers la recherche toujours des experts. Peut-être qu'en revenant vers la cohésion, la solidarité, l'écoute, le travail en équipe, ben, on va revenir à une Afrique qui est capable de faire des choses. Et c'est ce qui est dommage. On le voit aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous appelés pour participer à des forums, à des discussions, alors qu'on peut apporter quelque chose? C'est ça aussi. Il faut qu'on sorte de ce modèle de résolution de problèmes. Il y a d'autres modèles de résolution de problèmes beaucoup plus collectifs qui auront beaucoup plus de valeur à apporter à notre continent. Wow.
Ça c'est... Il faut que nos dirigeants, voilà, qu'ils se rapprochent de cette sagesse qu'on a, ils essayent de développer cela, de fédérer ceux qui peuvent avoir des contributions, mettre tout le monde ensemble, afin que chacun puisse contribuer à l'émancipation de nos États. Ça, c'est hyper important, la loi de la collaboration. C'est quelque chose qu'on développe. Ça veut dire on peut vraiment faire de belles choses, étant donné que on a plus que Dubaï, dont vous avez cité tout à l'heure, avait, il y a peut-être 50 ans. Notre état actuel est largement supérieur à ce que c'était un désert. Or, nous, on a beaucoup plus que ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Donc, que ceux qui nous écoutent, qu'ils voient comment, voilà, développer cela afin qu'on puisse prendre le chemin, voilà, de la croissance, du développement et surtout du bonheur des Africains. Ça, c'est J'ajouterais hyper. même que c'est l'affaire de tout le monde, pas Ouais, que des dirigeants. Parce qu'un dirigeant, c'est qui? C'est juste l'un d'entre nous qui ouais, devient un ouais. jour un dirigeant. S'il ne l'a pas avant, ce sera difficile qu'il l'ait après. Mhm. Donc, quand ça devient l'affaire de tout le monde, alors, ben, le jour où quelqu'un devient un dirigeant, il va appliquer ses lois, ses principes. Ouais, Ah. ouais. Ça que tout le monde doit participer, doit inculquer ça. Le jour où il a la possibilité de décider ou bien de faire quoi que ce soit, où il a une position beaucoup plus autoritaire peut-être par rapport à la position actuelle, voilà. Il va juste implémenter toutes ces lois, toutes ces connaissances. C'est hyper efficace. Magnifique. Et je suppose que lorsque vous avez lancé disons votre activité, vous avez d'abord débuté avec Ogwe Labs avant de revenir peut-être vers vos autres projets. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face pour quelqu'un qui voilà, se lance? Il a forcément des challenges, peut-être qu'il n'avait pas prévu. Quel trait de caractère vous aurez voulu avoir lorsque vous vous lancez et vous avez su cela peut-être plus tard, des années après, lorsque vous étiez sur le terrain? Alors, lorsqu'on se lance, certes, on a le- les étoiles dans les yeux et On est on a enthousiaste. suffisamment d'énergie, emmagasinée d'énergie pour se lancer à toute vitesse sur le terrain. Ouais. Et je pense que s'il fallait revenir en arrière et avoir un certain nombre de compétences, j'aurais beaucoup cherché celles qui nous permet de maîtriser la réflexion. Dans le développement personnel, il y a une loi qui s'appelle la loi de la réflexion. Elle dit il faut savoir faire des pauses pour laisser la croissance nous rattraper. Les pauses sont importantes parce que on a le nez dans le guidon, on court Ouais. On ne voit pas ce qu'il y et a en autour. fait, on ne fait pas attention des fois à l'impact de chaque chose que l'on fait. Et lorsque on court, ben, on fait plein d'erreurs, mais le problème, c'est pas de faire des erreurs. Le problème, c'est de ne pas revenir sur l'erreur et de comprendre pourquoi il y a eu erreur pour ne plus la La même refaire. chose. Au moins, progressivement, la refaire avec un impact beaucoup plus réduit Hum, et progressivement ne la plus faire limite. cette erreur. Donc, c'est le temps pour soi-même, un temps de silence, un temps de paix intérieure Hum. pour avoir le temps de laisser tout ce qu'on est en train de faire retomber et après on peut analyser sur tout ce qui est retombé. Et aujourd'hui, je compense ça avec plus d'heures de méditation, voilà, que je m'impose. Et ce qui est paradoxal dans Ouais. un monde qui va très vite, c'est en prenant plus de temps de méditation, j'ai réussi à multiplier ma capacité à produire à la fois des services ou des produits et même à faire plus de revenus. C'est alors que quelqu'un tous les jours se dit ah tiens moi il faut que je fasse ça, ils ont nos journées chargées. Hum. Moi, Hum. le temps de méditation me Beaucoup plus permet important. justement d'être beaucoup plus efficace
dans les actions que je vais faire. Mhm. Ben, par exemple, c'est facile à comprendre, hein. Quand on regarde la loi de Pareto, on dit qu'il n'y a que 20% qui amènent les 80%. Quels sont ces 20%? On va le découvrir quand? Mais dans le moment de méditation. Méditation. Vous voyez? Ça permet d'identifier où il faut vraiment Exact. mettre l'accent. Là, on va utiliser la loi des priorités. Mhm. La loi des priorités il parle des 3 R. Qu'est-ce qui amène les résultats? Qu'est-ce qui amène euh, la, la, la récompense? Et qu'est-ce qui est réellement requis à faire? Vous voyez? Donc là, on va se focaliser sur un certain nombre de choses. Le focus est très important dans la réussite entrepreneuriale. Ouais. On ne peut pas aller dans tous les sens parce que de toute façon, on n'a pas des ressources financières illimitées, on n'a pas des compétences illimitées, on n'a pas un temps dans la journée illimité. Donc, on doit se focaliser et on doit utiliser notre énergie pour la concentrer sur quelque chose de précis. Et donc, il faut d'abord réfléchir à où est-ce qu'on va concentrer son énergie, plutôt que de faire une débauche d'énergie. On finit épuisé, on finit et quand on est épuisé, on finit par être découragé. Ouais, exactement. Après, on finit par être frustré. Et puis après, on finit des fois par abandonner. Donc, moi, j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui. Si je l'avais fait dès le départ, j'aurais été moins fatigué. J'aurais fait moins d'erreurs. Ouais. Voilà. Mais en plus, j'aurais réussi des choses avec beaucoup plus de brio. Voilà. Donc, la réflexion. La réflexion. Ouais, ouais, ouais. Un temps d'action, un temps de réflexion. Réflexion. Un temps d'action, un temps de réflexion. Ouais, pour pouvoir évaluer aussi, est-ce qu'on continue sur la bonne voie? Est-ce qu'on progresse comme on l'avait souhaité? Quelles sont les actions qu'on peut faire différemment pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats? Donc, ça permet vraiment de minimiser les efforts pour les orienter vers les endroits dont on a réellement besoin pour avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Surtout qu'on vit dans un monde d'incertitude. Ouais, On vit ouais. dans un monde d'incertitude. Donc, avoir la certitude de réussir aujourd'hui est une folie. Mais au moins, on a la certitude d'une chose, c'est qu'on doit tester. Et tester nous emmène donc à utiliser une version minimaliste de ce que l'on veut faire et progressivement la faire grandir en fonction des différents feedbacks que nous aurons après un temps qu'on se sera accordé de test. Et donc, finalement, on comprend que pour réussir sur Terre, il faut échouer. Vous voyez? C'est devenu un standard. Voilà, quelqu'un qui dit qu'il a peur de l'échec, la réussite lui est complètement fermée. Aujourd'hui, on échoue. Maintenant, on doit échouer de la manière la plus minimaliste possible. Quand on le sait, on ne se lance pas sur un projet avec 100 millions, on se lance sur un projet avec 500 000 francs. Le même projet, hein, Ouais. on l'essaye à 500 000. Et puis on monte progressivement. Et on sait qu'on va échouer tout le long avant de mettre beaucoup d'argent. Et donc, ça nous évite en fait de très très gros échecs. Mais soyez-en sûrs, on a besoin d'échouer pour réussir. Oui, parce que souvent, lorsqu'on échoue, ça crée une émotion dans le cerveau qu'on se souvient. À chaque fois qu'on est à cet endroit, c'est exactement il ne faut plus faire telle chose, il faut faire telle chose. Or, donc on n'a pas créé cette émotion. Souvent, de prime abord, peut-être la première fois, ça a réussi, mais on ne sait même pas pourquoi ça a réussi. Or, devant, lorsqu'il y a vraiment une difficulté, on tombe dans le creux parce qu'on n'a même pas su qu'il y avait un obstacle la première fois parce qu'on avait réussi tout d'un coup. Donc, j'ai envie aussi d'ajouter quelque chose. Qu'on échoue parce qu'on a fait quelque chose et on a manqué la chose, ou alors les circonstances vraiment extérieures ont fait échouer la chose, peu importe, on se retrouve toujours dans 4 attitudes que nous avons face à cette situation difficile que nous vivons. Il faut savoir évoluer dans ces 4 attitudes. La première, c'est la victimisation. Voilà, on est là, on se victimise, on a échoué, donc soit on s'en veut à soi-même, soit on en veut à quelqu'un. C'est à cause de X, Y que j'ai échoué. Mais cette étape de victimisation, c'est une étape de déclin. Parce que on va progressivement s'auto-détruire.
jusqu'au moment où bah, on disparaît. Ou alors, on touche le fond, et là on se dit, très bien, il faut que je remonte. C'est la deuxième étape. C'est l'étape qu'on appelle la prise de pouvoir. On se dit, il faut que ça change. C'est bon. Je sèche mes larmes. Oui, j'ai échoué. Ou oui, on m'a fait échouer. Peu importe. Maintenant, je repars. Il faut que je fasse quelque chose. Là, on va chercher de l'énergie intérieure et on se déploie. Et on arrive des fois à résoudre des problèmes à ce niveau-là. Nous-mêmes. Mhm. Mais il arrive que, quand bien même on se déploie, on n'arrive pas à résoudre le problème. Alors on passe à la troisième étape, qu'on appellerait peut-être l'abandon. Mais là, on va chercher de l'aide. On se dit, ah tiens, Valdez peut m'aider, Paul peut m'aider, Jacques peut m'aider, on va se mettre tous ensemble et on va utiliser notre force, notre intelligence, comme j'ai essayé de faire avec ma force et mon intelligence, pour arriver à résoudre le problème. Et des fois, on arrive à résoudre le problème. Mais des fois aussi, on n'arrive pas à résoudre le problème. Alors là, il faut passer à la quatrième étape. C'est l'étape la plus difficile. C'est un niveau qu'on appelle le niveau de la sagesse. On fait alliance avec la sagesse. Et il faut aller la rencontrer chez quelqu'un de sage. Il faut la rencontrer dans les livres de sagesse qui partagent la sagesse. Et finalement, le problème avec le quatrième niveau, c'est qu'il est accessible depuis le premier niveau. Et d'ailleurs, il y a un ascenseur. On peut tout simplement appuyer le bouton quatrième et aller directement à la sagesse et dire, OK, la sagesse dit que si l'Afrique veut se développer, ben, elle doit utiliser la loi de la collaboration. Alors, utilisons la loi de la collaboration. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on applique et après, on va finir par comprendre son utilité. Mais nous, on préfère non. On veut d'abord comprendre et on va appliquer après. Ouais. Mais c'est juste que ça prend du temps. Ouais. Ça nous a pris déjà 60 ans. On veut que ça nous prenne encore combien de temps? 60 ans encore? À un moment donné, l'ascenseur est là, il est disponible. Ouais. Appuyons au quatrième, allons-y à la loi de la collaboration. Et là, on va être capable de collaborer, d'avoir de meilleures idées. Les gens vont arriver avec des plaintes, d'autres des problèmes, d'autres des idées. On va piloter des projets, on va les déployer. C'est plus les projets d'un chef. Le chef n'est plus là pour jouer le chef, il est plus là comme un coordinateur. Vous voyez, il est comme quelqu'un qui met les gens en commun, qui fait en sorte que le climat qu'il y a entre nous est un climat suffisamment sain pour qu'on arrive à travailler ensemble. Voilà. Ouais, c'est dès qu'on parvient vraiment à comprendre l'importance de ces différentes lois, de les manipuler, de les implémenter, on a des résultats spontanés qu'on ne s'imaginait même pas parce que c'est une loi. Tu appliques, tu as les résultats. Maintenant, on va profiter de votre casquette en tant que coach en leadership parce que la plupart du temps, lorsqu'on lance son projet, on lance son activité, on a des idées. On veut faire des choses, mais on n'a pas suffisamment de ressources peut-être pour payer du personnel, pour payer des personnes compétentes pour réaliser peut-être ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on fait pour les embarquer avec nous dans notre projet? Si on est peut-être responsable d'un département ou d'une équipe de développeurs, comment est-ce qu'on réussit à les faire peut-être travailler pendant des heures supplémentaires, des heures tardives, pour le même salaire, pour la même rémunération? Comment est-ce qu'on parvient à les motiver sans toutefois les obliger à ce qu'ils comprennent l'intérêt de venir travailler avec nous? Et plus tard, on va peut-être récompenser lorsque le projet sera abouti. On va récompenser ceux qui nous ont suivis et ceux qui ne nous ont pas suivis. Peut-être, à l'heure là, peut-être beaucoup viendront pour vouloir se greffer au projet lorsque ça a réussi parce que là, on voit déjà les premiers fruits. Comment est-ce qu'on parvient à gérer cela et à embarquer des gens dans un projet dont on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir l'amener à bon port? Alors, il faut déjà comprendre les 4 niveaux de croissance. Ouais. Voilà. On a 4 niveaux de croissance. Le premier niveau, c'est juste le fait d'utiliser ses compétences techniques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a tous fait. On est allé à l'école, on est ressorti de là avec des connaissances techniques, on a travaillé un peu, on a acquis des compétences
techniques. Et d'ailleurs, on a pris ces compétences techniques, multipliées par un taux horaire, on nous a donné un salaire. Ouais. Voilà, c'est le premier niveau. Tout le monde, dans sa carrière, commence là. Enfin, la plupart des Ouais, gens. la plupart. Après, il y a le deuxième niveau. J'ai dit, même moi, dans ma carrière, ça a été difficile. Ça m'a pris 8 ans. Ouais, ça C'est finir. utiliser des compétences non techniques. Le problème, c'est que il n'y a aucune école qui nous forme aux compétences non techniques. Mais comme je disais, si on avait eu l'école de la maison comme nos parents, d'accord, eux, ils ont eu des compétences non techniques. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus prompts à organiser des réunions. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Ils sont doués là-dessus. Hein, ils sont doués dans ça, à organiser des réunions. Ils sont beaucoup plus prompts à écouter, à conseiller. Ouais. Vous voyez, quand vous regardez, on ne trouve plus les gens de ce type-là dans nos générations. Vous voyez, on est capable d'avoir une famille où 2 personnes, frères et sœurs, se réunissent pour organiser un événement, alors que c'est invraisemblable. Ouais, ouais. Pour nos parents. Non, 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 on va appeler tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Et ils vont s'assurer que tout le monde soit là. Vous voyez, je me rappelle lorsque j'ai décidé de me marier, et je suis allé voir mon père en lui disant, ben voilà, je vais me marier. Et puis je dis, bon, voilà, j'ai l'argent pour le mariage à la coutume. Et il me dit, hors de question, c'est la famille qui finance le mariage à la coutume. On n'a pas besoin de ton argent. Oui, mais nous, on est d'une génération, on se dit, dès qu'on, parce qu'on a les moyens, ben, on peut tout organiser. Non, non. Ben, il fallait demander à chaque membre de la famille de cotiser pour qu'on arrive à, justement. Donc, vous voyez, les compétences non techniques, on ne les a pas. Et donc, lorsqu'on les acquiert, on passe à un deuxième niveau. On utilise ces compétences non techniques, d'accord, multipliées maintenant par les compétences techniques et le taux horaire des gens qui travaillent pour nous. C'est une position qu'on appelle la position de manager, de responsable. Vous voyez? Donc, entre les techniciens, parce qu'on est tous des techniciens, médecins, ainsi de suite, voilà, le jour où on vous confie une responsabilité, là maintenant, vous n'êtes plus un technicien parce que vous devez faire fonctionner une activité qu'on vous a confiée. Vous voyez? Et là, vous avez la responsabilité aussi d'une activité. Et des fois aussi, vous avez la responsabilité des hommes qui travaillent dans cette activité. Et il vous faut des compétences non techniques pour ces hommes-là et pour aussi les gens avec qui vous interagissez parce qu'on vous a confié cette responsabilité. Et là, vous allez faire un pas de croissance. Donc même en termes de revenus salarial, vous allez avoir un meilleur revenu si vous devenez manager. Voilà. Mais après, on pense que ça s'arrête là. Et pour répondre à la question, mais comment vous avez fait pour embarquer? Finalement, il y a le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est quoi? C'est une compétence non technique pour laquelle on devient pointu. C'est la communication. La communication, c'est un phénomène qui me dérange beaucoup parce que c'est très mal enseigné. C'est très, très mal enseigné. On nous donne des définitions très, très intellectuelles. Hein. Émetteur, récepteur, échange de messages. Non, non, c'est beaucoup plus que ça, la communication. La communication, c'est la capacité que l'on a, vous et moi, bien préparée, de pouvoir créer quelque chose. Cette chose que l'on crée en échangeant, cette chose n'est pas d'abord réelle. Elle est irréelle. Et plus on échange, plus on est en train de créer cette chose. Supposons qu'on est en train de créer un édifice. Là, je crée le jardin, la cour avant, et vous créez la barrière. Je crée le rez-de-chaussée, vous faites le premier étage. Vous voyez que ça rejoint aussi la loi de la collaboration. On se met ensemble par la communication, on arrive à utiliser les idées des uns et des autres, on arrive à bâtir quelque chose. Et à un moment donné, par un effet de saturation,
on va finir par aller implémenter. Mhm. Finalement, quand on se met dans une posture de communication, on a la capacité d'influencer d'autres personnes pour obtenir d'eux quelque chose qu'ils vont nous donner volontairement pour nous aider à faire avancer le projet. Mais pour ça, il faut intégrer les autres dans ce processus de communication qui nécessite de bien connaître les gens. Donc, c'est une démarche d'aller vers les autres pour les connaître, pour savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, d'échanger, de communiquer, de construire ensemble. Vous voyez, on est dans une autre facette de la loi de la collaboration Ouais. où on utilise la communication, où je disais, chacun arrive avec ses problèmes, ses difficultés, mais aussi avec des idées. Ouais. Vous voyez? Mais par le biais de la communication, on arrive à faire tout ça, mettre tout ça en commun et à construire quelque chose comme le Dubaï qu'ils ont d'abord construit dans leur esprit avant que ça devienne le Dubaï réel. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis, en tant que coach en leadership, de se dire, OK, je vais créer une connexion avec d'autres personnes, créer une relation basée sur une communication fluide et permanente pour qu'on arrive à créer quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est totalement virtuel. Mais on le voit parce que on voit à travers notre imagination, ça devient tellement réel et ça crée tellement d'enthousiasme en nous qu'on a envie de le rendre réel dans le monde physique. Et là, on va chercher qu'est-ce qu'on a en termes de compétences techniques, non techniques, méta, financières et autre chose pour arriver à le déployer. Et avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse, parce qu'il faut s'appuyer sur des principes de sagesse, on arrive à créer quelque chose qu'on va faire évoluer progressivement. Donc vraiment, la clé est dans la communication, mais surtout pas le fait de discuter, pas le fait d'échanger. Communiquer, c'est un art, c'est quasiment une science, ça nécessite une préparation. Et il faut apprendre à communiquer. Et donc, il faut apprendre l'art oratoire. C'est un art très important qui va vous permettre d'aller toucher les gens pour que ces gens aient envie de vous accompagner parce qu'ils se sont tout aussi impliqués dans ce projet que vous êtes en train de construire, mais que vous construisez définitivement et finalement ensemble. Voilà. Ouais, parce que je suppose que c'est une grosse difficulté, un gros challenge que beaucoup rencontrent lorsqu'il faut demander à quelqu'un de l'accompagner dans un projet. Oh, il ne peut pas tout de suite payer ce technicien ou bien toute autre personne à sa juste valeur. Il faut lui faire comprendre que c'est plus tard, je vais te payer. Pour l'instant, fais comme ça, je peux te donner juste le transport, comme on dit souvent, mais il faut travailler plus tard quand ça va payer gros. Oh, c'est un discours qui ne passe pas très souvent parce que chaque technicien, à la fin de la journée, s'il a travaillé, il veut bien pouvoir apporter de quoi manger sur la table de sa famille. Donc, on comprend qu'en communiquant, bien communiquant, en ayant cet art, parce que c'est un art, on peut embarquer les gens dans son projet parce qu'ils ont vu l'intérêt qu'ils pourront peut-être gagner et ils se reconnaissent aussi quelque part dans ce projet et ils vont vous accompagner. Ceux qui vont décider de vous accompagner, vous allez aller jusqu'au bout. Ceux qui vont voir le train en marche, ils vont vouloir rejoindre. Et d'autres, ça la fin, ils vont dire, bon tiens, l'affaire là, j'aurais pu intégrer le projet, mais peut-être il se fera déjà très tard. Ça, c'est très bien. Alors, on en revient à la question que vous aviez posée plus tôt sur la vision. Ouais. Oui. En réalité, ce n'est votre vision qu'au moment où vous la gardez à l'intérieur de vous. Dès qu'elle sort de vous, ce n'est plus votre vision. Ça devient une vision collective. Vous voyez? Donc, les autres doivent nécessairement se reconnaître à l'intérieur pour que ça devienne leur vision aussi. Vous voyez? C'est comme si vous aviez un terrain de 10 hectares. Ben, vous êtes là en train de dire, ah tiens, les 2 hectares là sont à toi. Ben, s'il y a 10 hectares et qu'il n'y a rien pour lui,
Pourquoi serait-il embarqué Exactement. dans ce projet agricole? Vous voyez? Il veut bien sa parcelle. Voilà. Donc, et quelque part, des fois, euh, on a du mal à se détacher de ça en se disant c'est ma vision. Non, c'est plus Ouais, ta vision, c'est votre vision. exactement. Voilà. Ouais. Ça, c'est très bien de préciser. Et beaucoup d'entre nous, on entend souvent le développement personnel. D'autres se disent, je n'ai pas une assez bonne confiance en moi. Je ne pense pas que je peux faire X ou Y parce que voilà, je ne viens pas peut-être d'une famille peut-être nantie, je n'appartiens pas à un réseau, je ne peux rien faire. Comment est-ce qu'on parvient, peut-être quelqu'un qui a cet état d'esprit de se dire, je n'ai peut-être encore rien fait ou très peu, et être convaincu qu'on peut faire des grandes choses. Comment est-ce qu'on parvient à nourrir cette voix qui nous dit, toi, non, tu peux, vas-y, tu peux, tu as du potentiel. Et contrairement à l'autre voix qui nous dit, sois réaliste, tu ne peux rien, tes parents n'ont rien fait, dans ta famille, qui a fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Abandonne. Comment on parvient à s'en sortir face à toutes ces voix qui nous harcèlent en permanence? En réalité, il y a deux pans dans cette histoire. Ouais. Il y a une affaire d'abord de croyance, une affaire de philosophie, donc de mindset. À l'intérieur donc d'une croyance, on va avoir des pensées, on va avoir des émotions, on va avoir des affirmations. Tu vois, là c'était des affirmations. Je viens de nulle part, ma famille ne possède rien, donc je ne suis personne. Ce sont des affirmations. Ouais. Et on va avoir des compétences, des connaissances, qui renforcent tout ça, même des compétences. Et finalement, on va prendre des décisions et des actions qui vont mener des résultats. Donc, une croyance va avoir un impact sur un résultat. Donc, une croyance, un résultat. Ouais. Et puis, cette personne-là, qui a cette croyance-là, dont on a parlé tout à l'heure, moi je suis personne, je peux rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas fait de bonnes études, et ainsi de suite. Comment faire pour que elle arrive à avoir le résultat de quelqu'un qui monte une entreprise et réussit son entreprise? C'est pas possible. Ouais. Pourquoi? Parce que le résultat derrière ce qu'on ne sait pas est caché des croyances, est caché une philosophie, est caché un mindset. Donc il faut revenir au mindset. Et quand on revient sur le mindset, donc sur les croyances, il y a des pensées particulières qu'il faut avoir, il y a des émotions particulières, il y a des affirmations particulières, il y a des connaissances, des compétences. Donc il y a tout un travail pour faire transiter la personne de cette croyance-là, cette croyance A, vers la croyance B. Parce que essayer avec la croyance A d'avoir les résultats B, c'est ce qu'a dit Einstein, c'est la folie. Essayer de croire qu'en faisant la même chose, on peut avoir des résultats différents. Non, il faut donc muter. Il faut faire une transformation. Et nous, on a une loi, chez John C. Maxwell, ça s'appelle la loi du processus. Donc, il y a un processus en 4 étapes. La première étape, en fait, c'est, on est à l'étape, je ne sais pas que je ne sais pas. C'est une étape difficile. On ignore qu'on ignore. Donc, vous voyez des personnes qui ont, même nous-mêmes, des fois, il nous arrive d'être à cette étape-là. On ignore qu'on ignore, et donc on est convaincu qu'on sait. Oui, on a cette posture, oui, je sais. Alors qu'en fait, on est ignorant, mais on ignore qu'on ignore. Et là, il y a une seule chose qui peut nous aider. Une seule. C'est que dans cette forteresse où on s'est enfermé, qui est une porte qui s'appelle la porte de l'humilité, quand l'on puisse y entrer et que quelqu'un puisse nous dire des choses et qu'on puisse écouter. Si on peut écouter, si l'ego n'a pas mis des boules caisses, donc des bouchons dans nos oreilles, alors on a une opportunité de passer à la phase suivante, qui est « je sais que je ne sais pas ». Cette phase suivante, « je sais que je ne sais pas », va préparer la phase d'après, « j'apprends ». On va se mettre à apprendre. Et puis, la phase finale, « je maîtrise ». Et quand on maîtrise finalement, on va voir qu'on va maîtriser et donc on va être capable de produire parce qu'on a basculé vers la croyance B. On va être capable vers cette croyance B où on se dit maintenant, je suis
certes né dans une famille défavorisée, mais je suis compétent. Je n'ai pas d'argent, mais je suis influent. J'ai des compétences en communication, je saurais influencer les gens. Vous voyez? Parce que on a construit quelque chose d'autre. Ouais. Mais il faut faire la transition. Et notre travail en tant que coach, c'est de faire ça. En réalité, on ne peut pas transiter de là à là. On peut le faire tout seul, mais c'est très difficile. On peut le faire tout seul, c'est très difficile. Il faut se faire accompagner par un coach. Mais en fait, on peut se faire accompagner. Bon, on a 4-5 outils. Hein. Il y a le mentorat. Le mentor, c'est quelqu'un qui vient et tu lui poses un problème, il te donne la solution. Hein, donc, facile. Ouais. Voilà. Le coach, tu viens avec un problème, il t'aide à réfléchir à la solution, il ne te donne pas la solution. Ouais. Voilà. Toi qui trouves Et il la solution. t'accompagne de manière plus régulière avec des objectifs à atteindre. Voilà, alors que le mentor n'a pas d'objectif à atteindre. Il y a ce qu'on appelle le shadowing. Le shadowing, c'est quoi? C'est je te montre comment on fait. Après, tu regardes. On le fait ensemble. Et puis après, tu le fais tout seul et moi, je regarde. Voilà. On a les jeux de rôle. Voilà, je te mets en situation de différents jeux de rôle ou use case et on regarde comment tu réagis. Et puis après, on débrief. Voilà. Et puis, on a ce qu'on appelle le learning teaching, c'est-à-dire, on te demande d'apprendre quelque chose et puis, on te demande derrière de l'enseigner. Quand tu apprends et que tu enseignes, tu retiens. Ouais. Voilà. Ouais, ça cale beaucoup plus. Voilà. Que lorsque Donc, je restais passif. il y a plusieurs techniques qu'on va utiliser pour le faire, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, il faut se retrouver dans une posture où on est avec quelqu'un qui nous emmène à pratiquer. Donc, pour répondre à votre question, quelqu'un qui se dit ça, qu'il n'y arrive à rien parce qu'il a ces croyances-là, qui se met avec quelqu'un qui a les croyances B, vous voyez, qui se dit moi je suis capable, qui se mettent ensemble, il va se rendre compte que progressivement, en faisant, en pratiquant, il va devenir excellent et donc il va faire la transition. Voilà. La loi du processus. La loi du processus. Magnifique. Voilà, on se dirige vers la fin de notre interview. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous proposez dans vos différentes entreprises. On a l'école de 141, on a Digitech. J'ai vu tout à l'heure, voilà, beaucoup d'apprenants qui venaient pour passer des interviews, pour pouvoir participer à tout ce qu'offre l'école de 141. Voilà, parlez-nous un peu plus, qu'est-ce qu'on fait à l'école de 141, comment est-ce qu'on fait pour y accéder, et d'autres produits comme Digitech, dont moi je suis aussi l'un des consommateurs, notamment pour les solutions de paiement mobile avec l'API que vous proposez. Alors, on va commencer d'abord par le cabinet. Hein. En tant que coach, formateur et conférencier, j'aide depuis 8 ans de grandes entreprises de la place. Par contre, j'ai choisi, c'est un choix personnel que j'ai fait, de ne rien publier sur les réseaux. Voilà, j'ai fait ce choix. Donc, je ne fonctionne qu'au bouche à oreille. Voilà, vous voyez. C'est juste le bouche à oreille qui fonctionne. Donc, c'est des dirigeants qui s'appellent entre eux, disant tiens, je te conseille de travailler avec Silver. Voilà. Donc, je travaille dans plein de secteurs, bancaire, pétrole, administration, j'ai des personnalités publiques, mais tout ça, c'est caché. Je n'en parle pas, je ne monte pas sur les réseaux, parce que des fois aussi, ces personnalités, ces gens n'ont pas envie de savoir. Voilà. Donc ça, c'est mon activité. Vous pouvez me contacter, voilà, pour aider à mettre en place des programmes de transformation à l'intérieur des organisations ou des programmes de formation, d'accompagnement, de coaching individuel ou collectif. Donc ça, ou même des conférences, des team building, des retraites stratégiques, j'aide dans tout ça. Et puis il y a au Gwelab, avec tous ces programmes, les programmes École 241, les programmes Holo, École 241, c'est un programme qui forme de manière intensive et accélérée dans les métiers du numérique, avec l'ambition, l'école est gratuite, donc il faut en profiter quand il y a des appels à candidature, avec
le souhait d'insérer tous nos apprenants. Alors aujourd'hui, il y a 4 manières d'insérer nos apprenants. La première manière, qui est la manière idéale que nous tous on cherche en faisant école de 141, c'est qu'ils s'insèrent eux-mêmes. Oui. Ouais. Si vous avez fait école de 141 et que avec les compétences vous êtes capable de vous insérer, mais on vous a rendu autonome. Et on est heureux que beaucoup de nos apprenants se sont insérés eux-mêmes. Deuxième méthode d'insertion, c'est l'insertion par le fait qu'une entreprise nous ait contacté, nous. Voilà, ils nous ont fait il y a des offres d'emploi. Et nous, on a shortlisté avec les différents CV que nous avons. Et on a proposé à l'entreprise qui, elle, va, via son processus de recrutement, finir par recruter certains de nos anciens apprenants. Et puis, la troisième manière d'insertion, c'est celle que j'aime le plus. C'est un ancien apprenant qui recrute d'autres anciens apprenants. C'est magnifique. C'est là on voit qu'il y a du leadership. Vous voyez, parce qu'ils comprennent que ce métier, il est particulier. Personne ne peut le comprendre s'il ne l'a pas fait ou exercé. Alors, ils viennent chercher ici à l'école de nouveaux apprenants et ils arrivent à travailler ensemble. Vous voyez ? Donc ça, c'est celle qu'on aime beaucoup. Et puis, on a un quatrième dispositif qu'on appelle des hubs de productivité. On crée donc des espaces où, au sein d'une entreprise, on arrive avec une dizaine de nos apprenants, on nous confie une lettre de mission qui peut être la digitalisation d'un pan d'une activité ou la réalisation d'un logiciel pour des clients ou alors l'amélioration des processus internes. Et avec eux, on travaille, bien sûr, parce que le digital peut aider, on travaille à la mise en œuvre de ce projet, au déploiement de ce projet, grâce à toutes les compétences digitales qu'on met en commun. Et quand on le fait, il y a des entreprises qui finissent par recruter. Donc c'est une espèce de stade qu'on installe au sein de l'entreprise où ils se retrouvent en immersion dans l'entreprise et tout de suite, ça permet de se rendre compte du niveau de compétence d'un des apprenants, du niveau de mindset de ce même apprenant, du niveau de maîtrise des outils, même ceux de l'entreprise, de cet apprenant, enfin ancien ou apprenant actuel, parce que depuis cette promo, nous prenons même des apprenants actuels que nous envoyons une partie de leur temps dans un hub pour justement apprendre du monde professionnel. C'est imprégné déjà. Donc ça, c'est les écoles de 141, les holo hubs, on a aussi les mini hubs. Donc c'est les mini hubs, c'est-à-dire on est capable de placer une ou deux personnes dans une entreprise pour gérer un pan de l'activité qu'on décide de digitaliser. Donc ça aussi, si vous avez besoin de rentrer dans l'économie numérique et vous vous dites, OK, via le téléphone, via l'Internet, on est capable d'accéder à des millions de gens. Et grâce à cet outil, je peux faire le lien avec mon organisation et ces millions de gens peuvent acheter mes produits ou mes services. Oui, on est capable de faire ça et on le fait pour des organisations. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le HoloSpace, qui est couplé avec une dernière école qui est l'école École de 141 Community. C'est quoi? C'est la possibilité d'apprendre un métier de numérique en continu. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui travaillait quelque part, vous travaillez de 8h à 15h, par exemple. 15h, vous venez, vous trouvez un coach, toujours disponible jusqu'à 21h, qui vous accompagne dans votre apprentissage, à tout moment. Vous travaillez, vous êtes barman, vous terminez à 18h, vous venez. Vous êtes cuisinier, vous terminez à 14h, vous venez. Parce que vous avez envie de changer de vie. Voilà, parce que ça permet à plein de gens de changer de vie. Donc désormais, vous pouvez apprendre à votre rythme. Voilà, vous avez une plateforme en ligne, mais tout est fait en présentiel ici, dans un espace qu'on appelle le HoloSpace. Après, il y a quelque chose de particulier qu'on va rajouter au HoloSpace, mais ça, c'est encore secret. Hein, peut-être une autre... On peut pas avoir l'exclusivité.
Lançons d'abord et puis Ah ouais. on verra qu'est-ce que ça donne. Selon le principe minimaliste, il faut d'abord qu'on lance, qu'on échoue un peu et puis qu'on arrive à trouver la bonne formule pour y arriver. Voilà. Donc, il y a aussi tout ce qui est Holo Hub entrepreneur. Donc, on aide des entrepreneurs à faire évoluer leur entreprise à partir du digital. C'est-à-dire, ils sont capables de nous confier, soit partiellement ou complètement, Ouais. leur entreprise. Donc, vraiment, ils disent, bon, gérez-la. Peut-être parce qu'il est salarié. Beaucoup de salariés essaient de se débattre toute la journée entre les appels de leurs clients et faire le travail de l'entreprise. Non, ne faites plus ça. Ouais. Venez nous voir, confiez-nous votre entreprise, on la pilote de bout en bout. Et on sait aller chercher toutes les ressources dont vous avez besoin. Et en plus, on le fait à une offre extraordinaire. On le fait à une offre de 300 000 par mois. Vous vous rendez compte, si vous confiez toute votre entreprise, 300 000 par mois, c'est ce que vous payerez à quelqu'un. Ouais, c'est Mais en ça. réalité, derrière, vous allez C'est avoir vrai. 8 ou 9 personnes qui travaillent pour vous. Vous ne pouvez pas payer 8 ou 9 personnes à 300 000. Exactement. Par contre, vous pouvez nous payer, nous, 300 000. Et nous, on mobilise les 8 ou 9 personnes pour pouvoir travailler pour vous. Donc, on construit ce genre de dispositif aujourd'hui pour pouvoir aider les entrepreneurs à être focalisés. Là, ils peuvent se poser, la loi de la réflexion, Ouais. voilà, et laisser la croissance arriver en se disant, OK, maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça. Alors que quand il était dans l'opérationnel, en permanence, ben, il courait dans tous les sens et il pouvait se rendre compte en fin d'année qu'il n'a pas fait la croissance qu'il espérait faire parce qu'il a consacré trop de temps et trop d'énergie dans des choses qui n'étaient pas forcément utiles, qui n'ont pas apporté forcément de la valeur. Bon, c'est assez. Il y a plusieurs formules. Voilà. Avec cela, chacun peut trouver son compte en fonction de son budget, en fonction de la taille peut-être de son entreprise, en fonction de son activité. Si il veut faire une reconversion pour apprendre de nouveaux métiers, il sait que voilà, il peut le faire à temps partiel et à tout moment, il trouvera un coach pour l'accompagner. Dans cela, ça c'est énorme. Et du côté de Digitech, comment ça se passe? Alors, du côté de Digitech, c'est merveilleux, en fait, cette entreprise. Je suis cofondateur de Digitech avec deux autres personnes, Charles et Félicien. Et au départ, ça a été très difficile, en fait, de lancer notre produit Ouais. comme un produit qui permettait à des marchands de pouvoir collecter de l'argent venant du mobile money. Ouais. Et il a d'abord fallu avoir l'accord des opérateurs. C'est arrivé très lentement, mais quand c'est arrivé, ben, on a pu progressivement monter en puissance et aujourd'hui avoir une organisation qui a plusieurs employés. On a à taille humaine, mais on arrive à gérer des transactions pour, par exemple, notre université. C'est plus de entre 25 000 et 30 000 étudiants qui payent leurs inscriptions en ligne. Ouais. Voilà. Tous ceux qui sont dans le pari en ligne utilisent aussi La plateforme. notre plateforme. On a beaucoup de commerçants qui vendent en ligne, qui font dans une sorte de e-commerce, modèle de e-commerce qu'on a créé avec des liens de paiement qui utilisent avec notre plateforme Shap. Voilà. On a une autre qui s'appelle Recharge Visa, qui permet de recharger les cartes Visa sans se déplacer à partir du mobile money. Ouais. Voilà. Donc on a sorti plusieurs produits et ben, on souhaite continuer à faire du volume, mais pour ça, il faut aller vers des projets de plus grande envergure. Et c'est ce que nous savons faire et nous espérons qu'on va continuer à nous solliciter pour pouvoir le faire pour plein d'organisations. Et entre-temps, on a développé plein de plateformes, des fois pour la SEG, des fois pour CETRAG, l'Assemblée nationale et plein d'autres organisations pour lesquelles on a développé des plateformes. Magnifique. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, que vous pouvez vous gagner de plus en plus de marché pour croître, parce que ce sont des services qui bénéficient
à tout le monde, que ce soit du boutiquier, parce qu'il faut que de plus en plus qu'on puisse pouvoir payer avec la monnaie électronique sans toutefois être coincé avec les problèmes de monnaie, que ce soit même le taxman, voilà, qu'on puisse pouvoir avoir des solutions pratiques qui permettent vraiment de payer à tout moment, quel que soit l'endroit où on se situe. Parce que souvent, c'est dommage, tu as de l'argent dans ton portefeuille électronique, mais tu ne peux pas payer un service parce qu'il faut aller d'abord faire un retrait, il faut payer. Alors, si plusieurs personnes sont connectées sur cette plateforme, ça va faciliter beaucoup la tâche aux différents clients et aux consommateurs. D'ailleurs, pour juste renchérir sur ce sujet, Ouais. la beauté de cette entreprise, c'est vraiment le fait qu'on ait créé des API qui sont accessibles à toute personne qui veut créer une solution pour une entreprise Ouais. et utiliser ces API-là pour pouvoir justement recevoir de l'argent des clients finaux. Exactement. Donc c'est possible aujourd'hui et d'ailleurs beaucoup d'entreprises euh, de start-up, de PME utilisent nos API pour pouvoir justement arriver à collecter de l'argent en ligne. Ben, en fait, faire vivre en fait cette économie numérique dont on parle. C'est-à-dire, je découvre le produit en ligne par le marketing, Ouais. j'échange avec la marque par la communication, puis je finis par acheter le produit, à le payer et avoir le service, le support derrière. Tout ça, c'est possible désormais en ligne. Donc, on est capable de dématérialiser un pan de l'activité de toute PME et c'est une opportunité formidable. J'espère que les PME qui vont nous écouter, qu'elles vont découvrir au travers de nous, n'hésitez pas à nous contacter, la possibilité de développer un pan de leur organisation sur le segment en ligne et de voir que ce pan peut même faire en sorte que tout ce que vous faites dans le physique, vous l'arrêtiez pour ne faire que le digital. Je prends un exemple, vous pouvez être une compagnie d'assurance et avoir différents points de vente dans la ville, voilà, donc peut-être 5 ou 6 agences, et vous rendre compte que en mettant en œuvre une application en ligne, parce que les digital natives, c'est cette génération qui est née à l'ère du digital, ben, dans 5 ans, dans 10 ans, progressivement, c'est eux qui vont être aux affaires. Ces gens ne voudront pas se déplacer pour aller dans votre compagnie d'assurance. Tout à fait. Si une compagnie d'assurance sait offrir des produits en ligne, ils iront acheter celle-là parce que aujourd'hui, se déplacer est devenu un défi. Les villes sont petites, énormément d'embouteillages et on ne privilégie plus le fait de se déplacer. Par contre, on peut à partir de son téléphone souscrire à une police d'assurance. Les compagnies d'assurance qui vont aller vers ça, elles vont faire toute la différence. Elles vont redéfinir la taille du marché en plus, parce que le marché là est défini par tous ceux qui peuvent se déplacer. Mais là, il va être défini par tous ceux qui peuvent se déplacer, ceux qui ne veulent pas se déplacer. C'est un marché plus gros, ils vont se tailler une part. Et ces entreprises-là rachèteront les petites entreprises qui n'ont pas. Et on a vu des géants de très grandes entreprises disparaître. On est dans une ère particulière. Il faut aller vers l'économie numérique, sinon vous disparaîtrez. Si tu ne t'améliores pas, tu n'innoves pas, tu vas disparaître. Il y a beaucoup de marques qui ont disparu parce que voilà, ils n'ont pas emboîté le pas sur les nouvelles technologies ou sur les innovations qu'il y a pu avoir. Coach, avant que vous nous donniez le mot de fin, voilà, j'aimerais que vous nous dites un mot sur l'environnement des affaires au Gabon actuellement. Dans quoi est-ce qu'il faut un jeune peut facilement investir, le climat des affaires avec tous les changements qu'il y a eu, comment se porte le Gabon sur le plan des affaires, de votre point de vue? Alors, après, on est rentré, enfin, le coup de la libération, on est rentré dans une phase de transition qui a réouvert les portes pour pouvoir avoir des interlocuteurs nouveaux avec qui échanger sur les différentes opportunités et possibilités. On peut dire que les discussions se font. Il y a déjà ça, c'est déjà un premier pas. On attend que les opportunités se concrétisent.
Voilà. Mais ça ne vient pas que des autorités, ça vient aussi de nous. Hein. Nous, dans notre métier, on dit que les gens changent par saturation. Soit saturation de souffrance, ou saturation de bonnes choses. Ouais. Donc, continuons à saturer de bonnes choses. À un moment donné, on va considérer nos offres et on va pouvoir avancer. Le climat des affaires demande à être amélioré. Voilà. Mais il y a déjà au moins cette opportunité de parler à des acteurs qui ont envie de faire quelque chose. Voilà. Maintenant, je suppose que tous les voyants ne sont pas encore au vert. Il faut rappeler qu'on est dans une phase de transition. Voilà, il faut qu'on sorte de la transition. Et je pense qu'au sortir de la transition, on va être dans une phase d'accélération. Et comme il faut toujours se préparer, on l'a dit au départ, au début de l'interview, c'était ça. Il faut toujours anticiper, il faut le faire avant les autres. Donc, c'est le moment de se positionner, d'avoir des offres sur les tables, d'avoir des discussions pour qu'au moment où il y a des choses à réaliser, ils savent avec qui échanger. Voilà. Donc, on est plus dans une phase, on va dire, de préparation avant justement le démarrage de la course. Voilà. Ça, c'est pour l'environnement des affaires. Maintenant, quel conseil donner à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui? Moi, je suis dans le secteur du digital. Donc, je ne peux parler que de ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'on est dans un océan bleu. Ouais. Le monde du digital est naissant. C'est un désert. C'est comme Dubaï à une certaine époque. Il n'y a rien du tout. Tout est à construire. Il y a un début de quelque chose dans cet écosystème qu'on est en train de construire. Vous voyez, on a déjà des jeunes qui sont en train de faire grandir leurs compétences dans les métiers du numérique. Voilà. On a des formidables opportunités comme l'intelligence artificielle qui peut nous permettre de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas réaliser avant sans nécessairement mobiliser plein de gens pendant des mois pour arriver à produire quelque chose que l'intelligence artificielle est capable de produire en 2 minutes. Vous voyez, c'est prodigieux. Ouais. C'est un changement civilisationnel. Et il faut rentrer à ces moments-là. C'est une question toujours d'anticipation. Ouais. Vous voyez, c'est le moment de rentrer dans le digital. Parce qu'il y a l'IA, il y a l'océan bleu, il y a la possibilité de payer ou de se faire payer en ligne, il y a les gens capables de monter des plateformes, il y a des gens capables d'accompagner. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Rien. Il manque que votre idée et l'énergie que vous voulez déployer à le faire. Tout le reste est disponible. Donc, il y a un minimum, il y a un microcosme, il y a même un petit réseau de business angels dont je fais partie. Ouais. Donc, il y a des programmes qui sont financés par des financeurs, comme par exemple le programme dans lequel je suis qui s'appelle IGIA, qui est financé par différents partenaires, dont l'ambassade de France, la Fédération des entreprises gabonaises, la FEG, et là en partenaire technique, et bien d'autres acteurs, comme Gabon Terre d'Avenir, et bien d'autres. Il est plus, et le PNPE, et la SING, il y a tellement d'opportunités dans cet écosystème-là pour faire des choses. J'invite les jeunes qui ont des idées à venir vers nous, cogner à nos portes et nous demander de les accompagner vers cet univers du digital. Pour ce qui est des autres univers, je leur laisse aller cogner aux autres portes. Mais pour ce qui est de l'ère du digital, nous avons déjà à peu près 11 ans d'expérience, d'investissement dans ce domaine. On a de quoi vous accompagner. Tout est dit. Tout est dit. Vous avez le choix
entre aller vers l'océan bleu ou aller où il y a la compétition rude au niveau des océans rouges. Donc, c'est tout ça. Le coach, il a fait le tour des questions. On a profité de toutes ces casquettes, que ce soit sur le plan entrepreneuriat social, comme il aime bien le dire, que ce soit du côté du leadership, que ce soit du côté de l'entrepreneuriat, tout simplement. On a pu écouter tout ce qu'il avait nous dit. Je vais juste laisser au coach de regarder la caméra et de dire aux jeunes Gabonais qui nous écoutent, aux jeunes Camerounais, aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Burkinabés, aux jeunes Ivoiriens qui nous écoutent, comment est-ce qu'il peut tirer son épingle de jeu dans ce monde qui va à 300 000 à l'heure. D'une part, on nous parle de la guerre, on nous parle des maladies, mais comment est-ce que lui, sorti de cette interview, qu'il puisse savoir que lui aussi, malgré le fait qu'il soit dans des conditions défavorables, qu'il peut mettre en place des outils qui vont lui permettre demain de prospérer et d'avoir surtout sa part de bonheur intérieur qui est ce que voilà, tout être humain devrait ressentir hormis le succès. Donc je laisse le coach donner son mot de fin. Quelqu'un a dit, l'Afrique n'a pas vraiment besoin d'hommes forts. Elle a besoin d'institutions fortes. Je vais paraphraser ça pour dire, le monde dans lequel nous vivons cache la sagesse pour mettre en avant la force et l'intelligence de l'homme. Parce qu'on est toujours à la recherche d'hommes forts. Mais en réalité, regardez derrière cet homme fort, quels sont les principes, les lois, les sagesses qu'il connaît. Revenons à nos sagesses africaines, parce que plus on fait des recherches pour comprendre les principes et les lois, on se rend compte que nous, Africains, nous les utilisions depuis des millénaires. Et que nous avons arrêté de les utiliser lorsqu'en fait, on a exclusivement utilisé les compétences intellectuelles, nos compétences intellectuelles, pour apprendre des choses qui nous venaient d'ailleurs. C'est une bonne chose, parce qu'il faut arriver à concilier les deux. Mais que savions-nous et qu'est-ce que nous apportent les connaissances d'ailleurs et comment on peut composer avec pour créer quelque chose de différent pour notre continent? Allez à la recherche de la sagesse ancestrale. Allez à la recherche de ces sagesses. Vous allez les découvrir peut-être dans des livres, dans des conférences, au travers de quelqu'un qui est sage, mais apprenez. Parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes que vous célébrez, ces personnes que vous vénérez, ces personnes que vous aimez regarder, eux, ils s'appuient sur ça, mais ils n'en parlent pas. Quand ils viennent, ils sont applaudis et, on va dire, valorisés en se disant « Ah, c'est lui qui a fait telle entreprise, c'est lui qui a réussi telle chose. » Non, ne cherchez pas les hommes, cherchez qu'est-ce qui a construit ces hommes. Et j'encourage donc à cette jeunesse africaine à le faire. Vous allez découvrir que nous possédons ce savoir-là. On parle de leadership, ça a l'air d'être un mot anglophone. Et lorsque on regarde de quoi est fait le leadership, on se rend compte que c'est fait de lois et de principes que nous avons depuis des millénaires. Donc, le leadership ne vient pas de l'Occident. C'est quelque chose que nous avons tous, dans toutes les générations, sur tous les continents. Africains, prenons possession de ce que nous avons, de notre héritage, et commençons à bâtir quelque chose de beaucoup plus grand avec. Merci. Merci coach. Merci. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview. Mettez dans les commentaires. Et si vous voulez avoir le coach en live, mettez dans les commentaires parce que plus vous allez partager, vous allez commenter. C'est là que le coach sera motivé à nous prêter encore un peu de son temps pour nous recevoir en live, pour répondre à toutes vos questions. Donc, partagez massivement, abonnez-vous et on se dit dans une prochaine vidéo. C'était votre serviteur Valdez Futso. À très bientôt.